Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Suite de l'examen du projet de loi Asile et Immigration, les sénateurs ont attaqué le cœur de ce texte qui prévoit de réduire les délais d'instruction des demandes d'asile. Gérard Collomb est en séance. Hier, l'absence du ministre de l'Intérieur avait suscité la polémique. On en parle dans un instant. À peine adoptée par les députés, la loi Avenir professionnel en débat au Sénat. Muriel Pénicaud est entendue par la Haute Assemblée sur sa réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Analyse et décryptage dans cette édition. L'agence de biomédecine lance sa campagne sur le don d'organes, car le nombre de greffes en France ne cesse d'augmenter chaque année. Pour en parler, nous recevons le sénateur Jean-Pierre Corbizet, lui-même transplanté. Son témoignage est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Trani. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, l'examen se poursuit du projet de loi Asile et Immigration. La séance a repris cet après-midi. Pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, où en est-on dans la discussion de ce projet de loi controversé? Eh bien Delphine, les débats ont repris à l'article 5. Alors le fameux article 5 qui vise à préciser la liste des pays d'origine jugés comme sûrs, mais aussi autre aspect de cet article, la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée en France. Alors après cette période, le dossier sera traité, mais il pourra l'être en procédure accélérée. Hier, les sénateurs ont déjà adopté plusieurs dispositions importantes, plusieurs modifications au texte. Ils ont notamment voté le principe de débat au Parlement sur des quotas d'immigration. C'était un amendement de Roger Carucci. L'introduction de quotas votés par le Parlement ne résiste pas à un examen de sa faisabilité. C'est la réaction de la ministre Jacqueline Gourault, la ministre présente hier lors des débats. Le gouvernement est défavorable à une telle politique, a clairement asséné Jacqueline Gourault. Les sénateurs ont aussi maintenu la suppression de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle, une carte que souhaitait instaurer le gouvernement. Voilà donc pour la reprise des débats cet après-midi, des débats qui risquent de durer. Pas moins de 43 amendements ont été déposés sur ce seul article 5. Merci à vous, Saveria, et on vous retrouve bien entendu tout au long de cette édition. Première réaction à l'examen de ce texte avec vous, Tam Trani, en direct de la salle des conférences. Votre premier invité, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Oui, Roger Carucci, tout d'abord, Gérard Collomb a fait son apparition dans l'hémicycle en cette deuxième journée de débat. Est-ce que vous avez été déçu par son absence? Hier, on a pu entendre les mots du président de la commission des lois qui a dit que lui n'avait pas senti que le Sénat avait été minoré par l'absence du ministre de l'Intérieur hier. Sincèrement, ça nous fait plaisir que ce soit le ministre d'État qui soit là aujourd'hui, mais la ministre Jacqueline Gourault a parfaitement rempli son rôle hier. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a l'unité du gouvernement. J'imagine sans peine qu'ils sont d'accord entre eux sur la politique qui doit être suivie. Donc ça va. Il fallait dire aussi que Gérard Collomb était de retour d'un déplacement justement sur la question de la migration. Hier, à Berlin, il l'a lui-même qualifié d'un moment particulièrement difficile. Il a dit combien les problèmes migratoires mettent l'Union européenne en danger. Ça peut la faire imploser. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Ah oui, oui, certainement. Moi, je pense que quand on voit ce qu'est la position de l'Autriche, de l'Italie maintenant, de l'Allemagne même, qui est en grande difficulté sur cette politique migratoire, quand on voit ce qu'a été la position de la Hongrie ou de la Pologne, oui, il y a une vraie fracture à l'intérieur de l'Europe. Il doit y avoir un sommet. Il y a une réunion ce dimanche, informelle, entre la Commission européenne et les États, et puis il y aura un sommet européen sur les problèmes migratoires la semaine prochaine. S'il n'y a pas une politique migratoire commune, il y a un risque fort, à la fois de fracture en Europe, et de montée des populismes, ce qui correspondra en réalité à une fracture de l'Europe. Et face à ce risque, est-ce que ce type de texte sont des réponses suffisantes? Non, naturellement non. C'est un texte d'abord essentiellement technique, même si certains essayent de politiser le débat. Même s'il a fracturé même la majorité présidentielle. Oui, mais parce qu'il y a toujours des sous-entendus, il y a toujours des interprétations. Mais en réalité, il ne change pas profondément la politique migratoire, ni la politique en matière de droit d'asile de la France. Par conséquent, on a un vrai sujet. C'est que si ce texte avance sur certains sujets, notamment les délais de traitement ou les conditions même des recours,
il ne va pas assez loin, c'est clair, sur une nouvelle politique, par exemple, en matière de droit d'asile. D'ailleurs, pour revenir sur ces délais de traitement, ces conditions de recours, vous êtes intervenu à plusieurs reprises cet après-midi pour dire, avant on disait que c'était trop long, personne n'était satisfait, aujourd'hui tout le monde dit que c'est trop court, personne n'est satisfait non plus. C'est l'insatisfaction générale. Jamais rien ne va. Quand on disait les demandeurs d'asile, le traitement par les organismes, notamment l'OFPRA, qui gère en réalité les demandes d'asile, mettait parfois un an. Et on disait comment on fragilise la situation des demandeurs d'asile. Le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs, ont mis des moyens, ont embauché du personnel, ont fait en sorte que les délais soient plus courts. Maintenant, on nous dit c'est beaucoup trop court, les gens n'ont pas le temps de réagir, donc ça fragilise. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il vaut mieux un traitement court pour ne pas laisser les gens dans une situation incertaine longtemps. Alors, vous le disiez, le texte, pour vous, ne va pas assez loin. Il est essentiellement technique. Le texte prévoit finalement, après le passage en commission, une politique de quotas avec des débats annuels au Parlement ou encore la transformation de l'AME en AMU. Tout cela, ce sont des amendements que l'on connaît chez vous depuis longtemps comme rapporteur du projet de loi de finances. Bien sûr. Et ce sont des amendements que j'ai fait adopter, je le dis tranquillement, par la commission des lois qui a bien voulu suivre ces amendements et qui correspondent à ce que l'on dit depuis des années. Alors après, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur la commission mixte paritaire à venir et où j'imagine et je pense que l'Assemblée nationale n'acceptera pas cette évolution et reviendra au texte très technique du gouvernement. Moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur à dire attention, si on revient uniquement à des techniques et qu'on ne fait aucune évolution pour dire qu'on a une politique plus ferme, plus juste mais plus ferme en matière d'immigration et de droit d'asile, alors nous aurons nous aussi un schéma à l'autrichienne. Merci beaucoup Roger Karoutchi d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et je vous propose à présent justement d'écouter Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, dont l'absence hier a été fortement regrettée par la Haute Assemblée. Je profite de ma prise de parole, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, pour vous indiquer que nous avons apprécié la présence de la ministre Jacqueline Gourault hier, mais vous nous avez manqué. Et compte tenu des sujets que vous avez pu évoquer hier en Allemagne sur la manière dont une solution pourrait être trouvée au niveau européen en matière d'asile pour faire converger nos procédures et accueillir les personnes qui viennent sur notre territoire. Peut-être serait-il utile qu'avant de poursuivre ces débats, vous puissiez nous donner quelques pistes sur les accords et les discussions que vous avez pu avoir hier. Il y a un contexte européen. Il faut que sur tous les points, nous essayions d'avoir des législations qui soient convergentes. Lorsqu'il y a des distorsions de droit qui sont absolument extraordinaires, évidemment, cela crée des difficultés pour l'ensemble des pays. Après, pour ce qui nous concerne, je crois qu'il faut que nous portions une politique, et c'est la loi que nous examinons aujourd'hui, qui soit une politique qui à la fois ne soit pas fermée. Nous ne voulons pas être comme un certain nombre de pays qui ont décidé que non, ils n'accueilleraient plus jamais personne, mais nous devons absolument faire la distinction entre réfugiés, qui évidemment sont menacés et qui peuvent trouver refuge au terme de la Convention, au sens de la Convention de Genève, et puis évidemment les migrants économiques. Donc il faut que nous puissions ensemble trouver une voie équilibrée, et c'est ce que je vous proposerai tout au long de ce débat. Il y a 500 amendements, dont certains ont une grande importance, un grand intérêt politique pour la définition de la politique d'immigration et d'asile de notre pays. Concentrons-nous, je vous en supplie, sur l'essentiel, de sorte que nous puissions avancer et que notre débat ait toute la dignité requise pour convaincre les Français qui le suivent de la force des propositions du Sénat. Voilà, on vient d'entendre Philippe Bas, le président de la commission des lois, qui a rappelé le nombre important d'amendements à examiner sur ce texte. Il faut dire hier que les débats ont été retardés aussi par le recours accru au scrutin public. Pour en parler, on va retrouver Saveria Rojek. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents et cette fois, c'était au niveau des sénateurs LR.
Absolument, situation surprenante hier où c'est la gauche qui accuse la droite de ne pas être assez présente lors des débats. Alors le manque d'assiduité, il faut le dire, c'est un travers assez fréquent lors des séances, en particulier des séances de nuit. Et l'importance du texte hier n'a pas suffi à mobiliser dans l'hémicycle. Hier soir après 21h30, les socialistes et les communistes sont présents, ils sont nombreux, ce n'est pas le cas à droite, si bien même qu'un amendement socialiste est adopté contre l'avis bien sûr du rapporteur et du gouvernement. Je vous propose d'écouter le président du groupe socialiste, Patrick Kanner. Nous pouvons passer beaucoup d'heures sur les scrutins publics. J'ai essayé de demander à mes collègues du groupe socialiste de bien vouloir quitter la salle pour que vous puissiez être majoritaires, mes chers collègues de la majorité. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, nous pouvons comme ça retarder les échéances parce que malheureusement, pour vous peut-être, vous n'avez pas réussi à mobiliser autant que vous l'auriez souhaité sur un texte aussi important. Nous avons estimé, pour ce qui nous concerne, que ce texte méritait la mobilisation de notre groupe. Et aujourd'hui, nous constatons donc une forme de blocage dans la fluidité de nos débats. Voilà l'ironie de Patrick Kanner. J'ai essayé de demander à mes collègues socialistes de quitter la salle. Ils ne veulent pas pour éviter de se retrouver en difficulté. La droite a donc multiplié les scrutins publics, ce qui forcément a ralenti les débats. David Assouline, hier soir, devient virulent. Ceux qui composent la majorité ne sont pas capables de mettre à l'honneur le Sénat au point d'être suffisamment présents dans l'hémicycle. Nous parlons de vie humaine, d'attente, de délai. Ça mérite qu'il y ait un peu plus de sérieux et que vous essayez d'être présents dans l'hémicycle. Voilà donc Delphine, pour ces incidents hier soir. Il faut dire que l'affluence est beaucoup plus nombreuse cet après-midi dans les rangs de l'hémicycle. Merci à vous, Saveria, pour ces précisions. Alors cet après-midi, il est beaucoup question de cette notion sur laquelle pourrait se heurter la réforme du droit d'asile. Je veux parler de la question du pays d'origine sûr. La définition n'est pas toujours la même d'un pays européen à un autre. Les explications d'Adrien Develay. Les pays d'origine sûre, leur définition est pour le moins incertaine, même pour les parlementaires. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, un pays d'origine sûre est un État qui dispose d'un système démocratique où la torture n'est pas pratiquée, où il n'y a ni persécution, ni punition inhumaine ou dégradante, et qui ne fait pas l'objet d'un conflit armé. Des amendements prévoient que soit rajouté le respect du droit à l'avortement et la non-pénalisation de l'homosexualité. La France reconnaît, hors de l'Union européenne, 16 pays dans le monde où ces critères s'appliquent, notamment les pays des Balkans. Les ressortissants de ces pays ne peuvent donc théoriquement pas bénéficier du statut de réfugié, mais tous les pays européens ne disposent pas de la même liste. La définition de la liste des pays d'origine sûre est très hypothétique et souvent diplomatique. Si je prends le cas, par exemple, du Sénégal, il va être considéré comme sûr pour la France et pour l'Allemagne, et pas du tout pour la Belgique. Et il y a très peu de temps, l'Albanie était considérée comme étant sûre pour la France et pas pour l'Allemagne. Et donc ça varie en fonction des moments, des flux, et c'est très compliqué. Réunis mardi en Allemagne, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé vouloir harmoniser les règles en vigueur dans l'Union européenne en matière migratoire. Toutes les initiatives concrètes qui permettent, sous la supervision des Nations Unies, d'une part répondre à nos impératifs moraux et humanitaires, préserver la vie de ces femmes et ces hommes et éviter un afflux de femmes et d'hommes qui n'ont aucune chance d'obtenir l'asile, mais sont là pour des raisons économiques, est un bon mécanisme. Le statut de pays d'origine sûre va donc occuper les discussions au Sénat et pourrait encore évoluer. En décembre 2017 déjà, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb revenait sur la notion d'État tiers sûr qui élargissait le nombre de pays considérés comme sécurisés. Un terme qui pourrait être réintroduit dans le texte par les parlementaires. Et on continue les réactions à ce projet de loi Asile et Immigration avec vous, Tam Trinh Nui, à votre micro. C'est la sénatrice socialiste de l'Oise, l'ancienne ministre Laurence Rossignol. Oui, la notion de pays sûr a donné lieu à des débats enflammés cet après-midi, mais surtout hier soir, et notamment à la suite de l'un de vos amendements, Laurence Rossignol. Tout d'abord, cet amendement, que disait-il? Que demandiez-vous? Cet amendement demandait que les pays dans lesquels le droit à l'avortement n'est pas reconnu, mais
en outre, dans lesquels les femmes sont poursuivies et emprisonnées pour avoir avorté, soient retirées de la liste des pays sûrs. Il faut savoir qu'il y a dans le monde une femme qui meurt toutes les 4 minutes d'un avortement clandestin, de nombreux pays dans lesquels l'avortement n'est pas légalisé, mais parmi ces pays, il y a ceux qui en plus poursuivent les femmes. Je vous donne un exemple. Au Salvador, pratiquer un avortement est un crime aggravé. Il y a des femmes qui ont été condamnées à plus de 30 ans de prison, y compris d'ailleurs pour des fausses couches spontanées requalifiées en avortement. Et cela a entraîné un débat également, et bien sûr, qu'est-ce qu'un pays sûr? Et certains pays européens sont-ils sûrs, étant donné que l'avortement n'y est pas autorisé? Absolument, c'était d'ailleurs l'intérêt de cet amendement. Ce que je voulais, c'est que la France marque bien, d'abord qu'elle est dans le camp des pays qui défendent les droits des femmes, et en particulier le droit à l'avortement, qui prennent date pour l'avenir, parce que sur la planète en ce moment, il y a des mouvements contraires. Il y a des pays qui accèdent à la légalisation. Je pense à l'Irlande, je pense à l'Argentine qui est en mouvement, et il y a des pays dans lesquels c'est en pleine régression. Je pense particulièrement à la Pologne, même si la Pologne étant un pays européen, le sujet n'est pas de savoir si c'est un pays sûr ou pas, encore que on ne peut pas exclure qu'un jour ce sujet-là soit posé pour la France. Donc je voulais, avec cet amendement, que le gouvernement marque bien dans quel camp se trouve la France, celui des droits humains et celui des droits des femmes. Malheureusement, le gouvernement s'est opposé à cet amendement. Le gouvernement était défavorable et la majorité de droite du Sénat n'a pas voté. Si on revient un petit peu sur le climat qu'il y a eu hier, on a beaucoup entendu notamment la gauche qui a déploré le fait que les rangs de la droite soient bien dégarnis. Cela a entraîné un grand ralentissement des débats. Et alors aujourd'hui, on a eu Philippe Bas qui lui a dit il y a beaucoup trop d'amendements sur cette notion de pays sûr. On se lance même parfois dans des discussions de café du commerce. Tout cela va beaucoup trop lentement. Quel regard portez-vous là-dessus? D'abord, quand on parle des droits des femmes, c'est souvent qu'on nous rétorque que c'est le café du commerce. Donc je suis habituée à ce qu'on minorise le sujet et que dans la grande diplomatie et chez les grands juristes, on méprise ces sujets-là. Mais hier soir, nous étions avec mes collègues en nombre normal, mais la droite LR était particulièrement absente de l'hémicycle. Et effectivement, on a perdu beaucoup de temps de scrutin public en scrutin public pour compenser leur absence physique. Cet après-midi, c'est un peu mieux fourni, mais ça peut revenir puisque là encore, l'équilibre est précaire dans la majorité. Un mot sur le contexte plus général, sur ce débat, le contexte international, le drame de l'Aquarius qui est rentré bien sûr dans les débats, mais aussi la question de la politique migratoire américaine. On a aussi pu entendre des interventions qui ont porté là-dessus. Bien entendu, c'est-à-dire que tout le monde est plus que choqué, bouleversé, ému par la cruauté de la politique de Donald Trump. Je précise d'ailleurs à cet instant que les États-Unis n'avaient pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ce n'est pas si surprenant que ça qu'aujourd'hui ils aient la possibilité légale, ce qui veut dire que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est importante, que les pays la ratifient et l'appliquent est important, et c'est important en France également, même si les sujets ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis et n'ont pas cette violence et cette cruauté. Merci beaucoup Laurence Rossignol pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, les régions toujours mobilisées contre les économies exigées par le gouvernement, à travers notamment un pacte financier. L'État cherche à trouver 13 milliards d'euros. Si certaines ont déjà signé sous la pression, d'autres refusent de s'engager. Héloïse Grégoire. Les régions ne lâchent rien face à l'exécutif. Le bras de fer se poursuit. Nous continuons et nous développerons ensuite à dénoncer la recentralisation massive à laquelle nous assistons. Hervé Morin et une majorité de présidents de région maintiennent leur position et refusent en l'état le pacte financier proposé par l'exécutif aux collectivités. C'est un texte qui s'annonce un contrat qui n'est pas un contrat, qui est grosso modo, vous rentrez dans le cadre, mais nous, de notre côté, on ne s'engage pas. Là, on est sur un système qui est, en clair, de dire on va rentrer dans le détail de vos comptes et puis on va vous dire si c'est bien. Les régions pointent du doigt la suppression en 2018 du fonds de soutien au développement économique des collectivités. Pour Carole Delga, c'est une rupture des engagements de l'État. Dès l'année dernière, il nous a été annoncé qu'il y allait avoir une baisse de dotation pour les régions. Nous sommes les seules collectivités locales à avoir cette baisse des dotations en 2018, moins 450 millions, alors que nous avons des dépenses supplémentaires obligatoires liées au transfert de la compétence économie. On est en pleine période de reprise économique. Moi, mes entreprises, elles ont besoin des aides de la région. Malgré tout, une majorité de collectivités aurait déjà signé ce pacte financier. Pas le choix, affirme Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF.
Un certain nombre de collectivités sont en effet amenées à signer par peur simplement des représailles, puisqu'encore une fois, l'État définit tout. Il définit toutes les règles. Donc on a une forme de négociation qui est de fait quand même un peu biaisée. Les collectivités ont jusqu'au 30 juin pour se prononcer. Le gouvernement lance une grande opération de communication afin de promouvoir la mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Cette mesure doit entrer en application le 1er juillet prochain et vous le savez, elle suscite la contestation notamment de la part de nombreux parlementaires. Je vous propose à ce propos d'écouter le délégué interministériel chargé de cette campagne. Il était au micro de Jordan Klein. Tout le monde, un jour, s'est fait peur en textotant ou en téléphonant. Tout le monde sait ce que ça coûte de conduire quand on a trop bu. En revanche, comprendre pourquoi de diminuer les vitesses de 90 à 80, ça réduit les morts, c'est pas du tout intuitif parce que on va regarder un accident dans le journal et on va dire mais en quoi est-ce que ça aurait pu changer quoi que ce soit de passer à 80 ? Or, en fait, c'est des lois des grands nombres qui vont faire ça. En roulant moins vite, on augmente sa capacité de freiner et si on peut pas éviter l'accident, l'accident sera moins grave. Or, en France, on roule 500 milliards de kilomètres par an. Il y a environ 70 000 accidents tous les ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une série d'accidents qui ne vont pas se produire ou qui seront moins graves. Et c'est ce qu'on a vérifié dans le monde entier, dans 500 cas dans le monde occidental. C'est ce qu'on a montré avec l'interview de Runelvik, qui est le scientifique dont les études ont été validées dans le monde entier, qui a mis ça en évidence. Eh bien, en baissant les vitesses moyennes sur un réseau, on a une équation pratiquement mathématique qui fait qu'on baisse d'1% la vitesse moyenne, on baisse de 4% le nombre des morts. Et on continue les réactions avec vous, Tam Trani. Vous êtes avec Michèle Vullien, sénatrice centriste du Rhône. Elle a été reçue la semaine dernière à Matignon. Elle fait partie des 3 parlementaires reçus par Édouard Philippe. Oui, Michèle Vullien, d'abord votre réaction à ce que dit le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Il dit qu'on va considérablement baisser le nombre d'accidents avec cette baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. C'est l'avenir qui nous le dira. C'est l'avenir qui nous le dira parce que je pense qu'effectivement, on va éviter des morts et on en est tous conscients et c'est ce qu'on souhaite. Mais malgré tout, ce qu'on aurait préféré, c'est que les départements, avec les présidents des départements et les préfets, puissent décider des voiries sur lesquelles cette mesure allait s'appliquer. Il fallait pour vous prendre en compte les zones les plus accidentogènes. C'est également ce que pensent les députés qui ont porté un recours devant le Conseil d'État qui juge qu'il n'y a également eu aucun rapport crédible. Alors, le fait qu'il y ait un recours, je ne porterai pas de jugement. Je pense que ce n'est pas opportun. Personnellement, je n'aurais pas fait de recours. En revanche, c'est vrai que l'ensemble des expérimentations qui ont eu lieu n'ont pas été tout à fait probante. Ceci dit, techniquement, on sait très bien que de baisser la vitesse, ça peut qu'améliorer. Il y a un effet mécanique. Mais en revanche, ça n'est pas que la vitesse qui joue. Et c'est la raison pour laquelle ce rapport que nous avons fait avec mes collègues, on est un peu désappointés parce que... Michel Raison. Oui. Tout à fait. On est désappointés parce qu'en fait, on sait très bien, et ça nous a été dit, on a quand même fait 47 auditions, est beaucoup revenu sur le tapis le mot de distracteur. C'est-à-dire que la vitesse n'est jamais la cause unique, c'est une cause aggravante, mais avec tout un tas d'autres causes. Que préconisez-vous donc ? Nous, ce qu'on aurait aimé, c'était qu'on mette en même temps, au lieu d'extraire cette mesure des 80 km/h, des 17 mesures, parce que c'est quand même un rapport sur toute une série de mesures. Il y avait notamment tout ce qui concerne la prévention. Et on pense, mes collègues et moi-même, nous pensons que cette prévention vis-à-vis des jeunes, c'est très très important. D'autre part, tout ce qui concerne l'alcoolémie, la drogue et ce fichu téléphone portable au volant, ça c'est quand même quelque chose d'important. Des gens qui font des textos au volant sont sûrement plus dangereux que des gens qui roulent à 80 qui roulent à 90 plutôt que 80. Je dis 80 parce que je pense qu'il y a des routes qui mériteraient de descendre à 70 et je suis persuadée que si on avait laissé la main au département, il y a des départements qui auraient choisi 70. Il aurait fallu faire du cas par cas. Merci beaucoup, voilà. Michèle Vullien, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. À peine adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel arrive au Sénat la semaine prochaine. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est d'ailleurs entendue sur ce texte en ce moment par les sénateurs. Ce matin, ce sont les organisations syndicales qui ont été auditionnées. Cécile Sixou. Ce matin, les syndicats de salariés sont venus convaincre le texte avenir professionnel tel que voté hier à l'Assemblée ne leur plaît pas. Premier point de crispation, la monétisation de la formation professionnelle qui ne sera plus comptée en nombre d'heures mais en euros. Si vous voulez faire une formation de formeur sur tôle avec des machines importantes, c'est pas du tout le même coût qu'une formation tertiaire ou diverse. Donc il ne faut pas assujettir la formation à son coût, c'est-à-dire que le salarié fasse un choix en fonction du coût et des moyens dont il dispose, mais bien en fonction de son projet professionnel. Autre mesure décriée, la possibilité d'être apprenti jusqu'à 30 ans et non plus 26, une manière pour certains syndicats de précariser plus encore le travail des jeunes. Pour d'autres, le gouvernement ne va pas assez loin. Nous avions demandé à ce qu'il y ait un niveau jusqu'à 45 voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans les grandes entreprises, malheureusement, où il existe encore des salariés qui ont fait la plus grande partie, voire toute la partie de leur carrière, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, ils pourraient à ce moment-là, grâce à cette formule de l'apprentissage qui va au-delà des 30 ans, pouvoir trouver effectivement un emploi, se former dans un nouveau métier et puis ensuite être embauchés. Enfin, la loi propose de renforcer le contrôle des chômeurs et d'alourdir les sanctions contre ceux qui refusent, par exemple, 2 offres d'emploi raisonnables ou de répondre à une convocation. Renforcer ces contrôles-là, on ne voit pas, nous, l'utilité de ce truc-là, puisque déjà Pôle emploi, avec ses 200 agents qui font du contrôle, c'est suffisant et ils font leur boulot. Nous sommes catégoriquement contre ce contrôle, puisque ça repose sur une logique de sanctions et de coercition. Nous, on pense qu'il faut faire confiance aux demandeurs d'emploi, pas les amalgamer aux 0,4% de fraudeurs, et que donc on devrait avoir des nouveaux droits. Le projet de loi sera étudié en séance la 2e semaine de juillet. Le gouvernement espère que certaines mesures entrent en vigueur dès le mois de septembre. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurent Lafont, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Val-de-Marne. Également avec nous sur ce plateau, Martial Bourquin, bonjour. Merci à vous, sénateur socialiste du Doubs. Albert Ritzenhaller est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes membre du CESE, qu'auteur d'un rapport intitulé « L'orientation des jeunes ». Et puis j'accueille enfin Jean-François Foucard, bonjour. Vous êtes le secrétaire national en charge de l'emploi et de la formation pour le syndicat CFE-CGC. Vous avez d'ailleurs été auditionné ce matin par les sénateurs. On le voit, il y a 3 grands volets dans ce projet de loi intitulé pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Un volet formation, un volet apprentissage, un volet assurance chômage. On va essayer de parler de ces 3 aspects ensemble. Vous êtes plutôt bienveillant par rapport à ce projet de loi gouvernemental, Laurent Lafont ? Non, on est assez critique dans sa version actuelle et ça va être tout le rôle du Sénat et du débat qui s'ouvre de modifier ce texte, de le rendre plus acceptable, plus conforme à la réalité des territoires, de réintroduire un rôle essentiel pour les régions dans le domaine de l'apprentissage. Bref, nous avons de nombreuses propositions à faire. Ouais. Vous êtes dans le même état d'esprit, Martial Bourquin ? Je partage cet avis. On était en droit d'attendre un grand projet. On nous avait promis un grand projet pour assurer une sécurité sociale professionnelle durant l'ensemble d'une carrière. Et là, on a un projet quand même qui est assez inquiétant. Dessaisir les régions comme cela sur les questions de l'apprentissage, c'est incroyable. 30 ans que les régions s'occupent de l'apprentissage. Mais le gouvernement part du constat que ça ne fonctionne pas bien. C'est pour ça qu'il veut aussi réformer ce secteur. Peut-être faut-il réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Et peut-être qu'on aurait des... Vous savez, quand vous regardez le marché de l'emploi et vous regardez le marché de l'apprentissage, inévitablement, il y a une corrélation entre les deux. Et la volonté d'essayer de dire ça n'a pas marché, je vais libéraliser un maximum, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, et notamment libéraliser la question des CFA, qui sont à bout de bras tenus par les régions, il faut le dire, et les branches professionnelles. C'est le centre de formation des apprentis. Ben oui, est-ce que libéraliser ce marché-là est une bonne chose? Je ne sais pas, je ne pense pas en tout cas.
Est-ce que cette réforme va dans le bon sens, Albert Ritzenhaller? On le voit, il y a plusieurs volets. Alors, en ce qui concerne le CESE, nous avons abordé exclusivement la question de l'orientation des jeunes et le volet apprentissage. Donc, j'évoquerai essentiellement ces 2 points. Sur l'apprentissage, tout ce qui peut favoriser la fluidité des parcours et la capacité pour des jeunes à pouvoir s'engager dans l'apprentissage de façon beaucoup plus fluide que ce qui existe aujourd'hui est intéressant. Après, la question du financement, la question de l'organisation, de la structuration de l'apprentissage à travers le dessaisissement des régions au profit des branches, évidemment, interroge sur les modalités et notamment sur la capacité à agir dans des délais relativement courts au regard des réformes structurelles qui sont en train de se mettre en œuvre. Et concernant l'orientation, eh bien là, il y a un certain nombre de mesures dont on pourra échanger, je pense, mais la question notamment de la possibilité pour des jeunes de s'engager dans un parcours de pré-apprentissage, alors que nous faisons le constat que les jeunes s'orientent très tôt, voire trop tôt, nous interroge. Jean-François Foucard, vous avez été, je le rappelais, entendu par les sénateurs. Un regard critique également sur ce projet de loi? Globalement, nous, on constate pour la CFE-CGC que c'est une reprise en main de l'État, de la formation professionnelle et puis du chômage à très brève échéance, que tout ce qui concerne l'opérationnalité des dispositifs qui sont mis en œuvre, ça va se faire par décret, on n'a aucune visibilité, et on reste assez dubitatif sur les délais de mise en œuvre et d'être en capacité d'être efficient sur le sujet. Ça, c'est pour le niveau global. Au niveau de l'apprentissage, globalement, on peut s'attendre à une déstabilisation, puisqu'en même temps, on change le modèle économique, on change les règles d'élaboration des contenus et on change la gouvernance. Donc, on peut s'attendre que logiquement, on ait un creux. Comment ça va rebondir? On verra bien, je pense qu'on va en discuter. Mais le sujet, pour ce point-là, sur l'apprentissage, c'est la confiance entre les différents acteurs. Et globalement, elle est à reconstruire. Et pourtant, Muriel Pénicaud, elle est auditionnée en ce moment au Sénat. Elle estime bien que ça va générer beaucoup d'emplois. Je vous propose d'écouter la ministre du Travail. En ce qui concerne la réforme, déjà que le volet apprentissage, l'ensemble des industries ont déjà déclaré que grâce à la réforme, ils pourraient créer 60 000 places supplémentaires. L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, 40 000 places supplémentaires. Les compagnons du devoir vont pouvoir doubler leurs places en apprentissage et les maisons familiales ont confirmé qu'ils pouvaient développer fortement l'apprentissage. Ce sont des déclarations publiques qui nous encouragent parce que ça veut dire que ceux qui connaissent le mieux en tant que praticiens le sujet ont très bien compris les formidables leviers de développement qu'il y a dans cette loi. Laurent Lafont, c'est vrai que le gouvernement entend rendre cette voie beaucoup plus attractive. La cible est manquée ? C'est pas la cible qui manquait, rendre l'apprentissage plus attractif. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est la manière d'y arriver. La manière d'arriver, là, elle a consisté à écouter un seul interlocuteur, en l'occurrence une partie du monde de l'entreprise. Je note d'ailleurs que dans les exemples cités par la ministre, il n'y a pas tout le secteur économique. Il y a quelques exemples de fédérations ou de branches qui effectivement ont été entendus. Mais l'économie, c'est plus large que ça. C'est un tissu d'entreprise qui va de la TPE jusqu'à la grande entreprise. Et l'économie, ce n'est pas que les entreprises, c'est bien sûr les entreprises. Et le souhait du gouvernement de vouloir davantage impliquer les entreprises dans l'apprentissage est une bonne chose. En revanche, de le faire comme c'est fait dans sa version actuelle du texte, par opposition avec d'autres partenaires, et je pense évidemment aux régions, ça ne va pas dans le bon sens. Plutôt que de substituer les régions, les remplacer par les entreprises, par des branches, alors même qu'on ne sait pas si toutes les branches sont demandeuses, alors même qu'on ne sait pas si toutes les branches sont en mesure de prendre en charge ces responsabilités qui vont être accordées, plutôt que d'aller vers une substitution des régions par les branches, il aurait beaucoup mieux valu travailler dans une recherche de partenariat entre les régions et les branches. Et ça, à mon avis, c'est une erreur que nous allons essayer de corriger. Marcel Bourquin. Oui. En plus, Mme Pénicaud se contredit. Lorsqu'on abordait les ordonnances travail, elle nous disait que les branches étaient en grande difficulté, qu'il y avait une douzaine de branches qui fonctionnaient vraiment et que les autres étaient plutôt en difficulté. Et là, on leur donne, en gestion, ce qu'ont les régions depuis une trentaine d'années, où les régions ont beaucoup investi. Beaucoup investi. Je crois que si on veut comprendre pourquoi l'apprentissage n'a pas la dimension qu'il devrait avoir en France, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il y a autant de postes à pourvoir qu'on ne le dit ? Déjà, il y a beaucoup moins de postes et c'est en train de baisser.
Ça, c'est une réalité, c'est un vrai problème quand même. Alors que les entreprises demandent de l'apprentissage, ils donnent moins de postes à pourvoir. Il faut essayer de comprendre pourquoi. La deuxième chose, je remarque que dans le projet du gouvernement, les TPE qui étaient avant exonérés de la taxe d'apprentissage à 0,85 vont devoir payer de la taxe d'apprentissage. Est-ce que c'est une bonne chose au moment où on parle des difficultés des PME, on ne veut pas leur donner plus de charges, de leur donner une nouvelle charge? Et dernière chose, je pense que la question fondamentale, je suis allé plusieurs fois en Allemagne avec Alain Châtillon, on a fait des études sur l'industrie dans beaucoup de domaines. Le problème, il est où? C'est qu'à un moment donné, l'apprentissage est trop vécu comme une filière de l'échec. Une filière qu'on a parce qu'on n'a rien pu avoir d'autre. Alors que vous allez en Allemagne, c'est une filière d'excellence. Et donc, la vraie question, c'est on ne va pas revaloriser justement cette filière avec les mesures. On voit aussi qu'il y a cette possibilité d'être en apprentissage jusqu'à 30 ans. C'est quand même assez révolutionnaire, hein, Marcel Bourquin. Alors, si on veut la requalifier, il faut requalifier le travail manuel. Il faut requalifier les métiers en général. Et lorsqu'on aura requalifié ces métiers, on donnera envie d'aller dans ces métiers. Et le problème est là, c'est qu'à un moment donné, le travail manuel a été vraiment très dévalorisé en France. Et les défauts de l'apprentissage, c'est en plus, quand on dit « je fais un choix de l'apprentissage », et là vous parliez tout à l'heure d'orientation, c'est une orientation soit par défaut, soit parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas pu avoir autre chose. Et là, on est là sur le nœud du problème. Et si on n'aborde pas ce nœud du problème, qu'on libéralise, on ne réglera rien. Il y a beaucoup d'aides financières aussi qui sont prévues, d'incitation, des aides pour passer le permis de conduire notamment. Ça peut permettre justement un peu de revaloriser cette voie, selon vous, Albert Ritzenhaller? C'est un élément qui peut susciter l'attrait pour un certain nombre de jeunes envers l'apprentissage. Mais le problème fondamental, il reste celui de l'offre d'apprentissage. Il y a quand même énormément de jeunes qui cherchent désespérément une place pour débuter un apprentissage. Et quand on sait que les apprentissages de niveau 5 et 4, c'est-à-dire CAP, Bac Pro, recouvrent à peu près 65% du nombre d'apprentis, eh bien, la difficulté est encore accentuée. Et comme vous l'avez souligné, la problématique de l'orientation par défaut qui fait que l'apprentissage, qui est une modalité de la voie professionnelle, il faut bien se rappeler de cet élément-là, l'apprentissage est une modalité de la voie professionnelle qui en comporte une autre que sont les lycées professionnels. Tant que ce dispositif d'orientation s'établira sur la base de l'échec scolaire, c'est-à-dire où on oriente de fait, les jeunes qui sont en difficulté dans la voie professionnelle, on aura des difficultés à dépasser cette contradiction qui est celle de la valorisation de la voie professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'avis d'ailleurs, on suggérait que le parcours d'orientation se fasse dans le cadre d'une classe de seconde générale technologique et professionnelle, avec la possibilité pour des élèves qui ont un parcours d'excellence et qui réussissent très bien, de pouvoir aussi s'engager dans la voie de l'apprentissage, à condition qu'ils aient la possibilité de poursuivre d'études à la suite. Avec de mémoire aussi l'intégration dans Parcoursup de ces voies justement dédiées à l'apprentissage. Je voudrais qu'on avance un peu dans ce débat et qu'on parle du volet formation professionnelle avec vous, Jean-François Foucard, puisqu'on a vu dans le reportage de Cécile Sixou cette transformation du compte personnel, formation qui ne sera plus créditée en heures mais en euros. Là, est-ce que vous êtes vous aussi hostile? Globalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement permet, via cette transformation en euros, d'heures en euros, de faire une réserve de financement pour Pôle emploi. C'est-à-dire que, je rappelle que le compte personnel de formation, c'est hors temps de travail. Et donc, l'axiome qui a été dit, c'est que les gens vont se former de façon massive hors temps de travail. Ce n'est absolument pas la réalité aujourd'hui. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arriver à Pôle emploi avec 5 000 ou 8 000 euros en fonction du compte. Et donc, comme ils ne les auront pas utilisés, ils auront du temps, ils pourront l'utiliser. Donc, c'est de refinancer Pôle emploi, en quelque sorte, pour un accompagnement. Sur la partie formation de façon autonome, c'est surtout pour les cadres supérieurs, et il y en a très peu, c'est-à-dire qu'il faudra voir quand même comment ça fonctionne avec la fameuse appli. Et troisièmement, sur la co-construction, tout est à faire, puisqu'aujourd'hui, dans les négociations, la partie patronale n'a pas voulu négocier sur ces sujets-là pour pouvoir avancer. Et globalement, il faut se rendre compte que dans l'entreprise, le salarié va arriver et va dire « Monsieur le chef d'entreprise ou son manager, j'ai 5 000 ou 8 000 euros, qu'est-ce que tu me donnes pour moi ?» Pour une personne qui est au SMIC, c'est quasiment la moitié du SMIC. Il va dire « Quelle est l'évolution professionnelle? Moi, je mets 8 000 euros, qu'est-ce que tu me donnes ?»
Et les rapports vont être quand même très très différents. Ça sera peut-être positif, mais on verra les évolutions qu'entre 5 et 10 ans quand même. C'est la mentalité sur la formation professionnelle, c'est très très long. Et nous, CFE-CGC, on regrette que le seul dispositif qui fonctionnait bien pour les salariés, qui avait une vraie efficience, le CIF, ait été détruit. Laurent Lafont, sur ce point. Oui, je serais peut-être un peu moins critique. Je pense que derrière cela, le gouvernement cherche aussi à responsabiliser et donner les moyens aux salariés de prendre en charge sa formation. C'est aussi quelque chose qu'on avait beaucoup critiqué dans le temps, c'est-à-dire que le salarié était totalement dépendant des décisions de l'entreprise sur l'octroi, l'accord de telle ou telle formation. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une volonté de faire bouger les lignes un petit peu et donner aux salariés plus de responsabilités et de moyens. Je pense qu'il faut plutôt encourager la démarche qu'au contraire la restreindre sur ce point. Marcel Bourquin. Je pense que, comme toujours, on nous a promis la sécurité, mais on a beaucoup de flexibilité. C'est déjà le cas des ordonnances. C'est aussi le cas de cette loi concernant la formation professionnelle. Et ce qui me sidère le plus, c'est vous n'y croyez pas, justement, cette flexi-sécurité à la française, Marcel Bourquin, ce compromis entre les deux? Je suis allé au Danemark plusieurs fois pour aller la regarder de près. Et je crois profondément à la flexi-sécurité, mais il faut qu'il y ait autant de sécurité qu'il n'y a de flexibilité. Et je remarque qu'on met beaucoup de flexibilité et peu de sécurité. Et bien sûr, on ne va pas dire aujourd'hui que ça ne marchera pas. Simplement, les questions qui sont posées, c'est la formation tout au long de la vie. Cette formation tout au long de la vie, il y avait des systèmes qui étaient des systèmes qui fonctionnaient, auquel on pouvait, le compte personnel de formation, c'est quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu l'augmenter, on aurait pu veiller à ce qu'on puisse s'approprier ce système-là beaucoup plus facilement. On met ça de côté, et ensuite, ce qui me sidère le plus, c'est justement ce jacobinisme. Pourquoi il n'y a pas eu, avant, des états généraux de la formation? C'est un vrai problème, la formation. Tous les gouvernements se sont plantés sur cette question. Il y a effectivement eu beaucoup de réformes déjà. Et oui, et ça ne marche pas. Mais pourquoi ne pas avoir un grand débat en amont, essayer de chercher, d'avoir des consensus et ensuite réformer? Et là, c'est un jacobinisme qui nous arrive. Il aura lieu au Parlement, ce débat, on peut l'espérer. Mais on va l'avoir au Parlement, mais vous avez vu ce qu'elle nous a dit, notre ami. On l'aura comme on pourra, comme on aura eu celui des ordonnances. C'est une partie d'ordonnance. On fonctionne que comme ça. On délibère plus aujourd'hui, ou très peu. Et on fonctionne avec des ordonnances. Il aurait fallu un grand débat préalable. Ensuite, il faut regarder en face notre déficit de formation professionnelle. Et ensuite, essayer de comprendre ce qu'on peut améliorer. Et il y avait des choses à améliorer. Il n'y a pas eu d'avis, de consultation du CESE sur cette question de la formation professionnelle? Alors, il y en a eu sur une dimension spécifique que sont les certificats de qualification professionnelle assez récemment. Mais depuis le début de cette mandature, il n'y a pas eu d'avis. Cela dit, la réflexion, elle est quasiment portée de façon permanente, puisque c'est au cœur de la réflexion du Conseil autour de la question de l'employabilité, autour de la question de l'orientation et de la formation tout au long de la vie. Et c'est une dimension tout à fait fondamentale. Ce qu'on a évoqué dans la vie, c'est le Conseil en évolution professionnelle, qui est une des dimensions du projet de réforme, qui nous paraît intéressant s'il devient un véritable levier de formation et vecteur d'orientation et de formation. Et nous demandons même que ce dispositif de conseil en évolution professionnelle soit enseigné au personnel de l'éducation nationale pour inscrire dans le cadre de la formation initiale cette perspective d'orientation et de formation tout au long de la vie. Alors, je vous propose d'écouter Hervé Morin, puisque c'est le président de Région de France, et je vous ferai réagir tout de suite après. Sur la réforme de l'apprentissage, on fait le contraire de ce qu'il faut faire. Ça sera un échec complet avec une usine à gaz incroyable, la recentralisation avec un prix unique national de chaque formation, alors qu'on est dans des mécanismes. Au contraire, il faut construire faire de la haute couture sur l'apprentissage et sur les formations. D'ailleurs, les chiffres de l'année 2017 le démontrent, une très forte hausse de l'apprentissage. Donc ça prouve que quand on s'y met, les choses bougent et bougent en bon sens. Laurent Lafont, vous êtes d'accord avec le président de Région de France?
Oui, bien sûr. C'est une compétence qu'ont pris en charge les régions avec une vraie envie, une vraie réflexion. Et les accuser aujourd'hui en disant il n'y a pas les résultats, c'est un faux débat. Il n'y a pas les résultats attendus en apprentissage parce que l'apprentissage, il est lié aussi à l'activité économique. Il n'y a pas de raison que les entreprises recrutent des apprentis quand dans le même temps, ils sont en train de diminuer leurs effectifs. Donc on ne peut pas regarder l'action des régions au regard des seuls chiffres sur l'apprentissage. On voit bien d'ailleurs, parce que des branches sont déjà en train de discuter avec les régions en leur disant mais ne nous laissez pas seuls sur l'apprentissage, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour les CFA existants, on a besoin de vous aussi pour identifier, localiser les futurs lieux de formation pour nos apprentis. Donc je crois que l'esprit du projet de loi sur cet aspect-là, franchement, va dans la mauvaise direction, il va falloir le corriger. Avant de terminer ce débat, il y a aussi ce volet assurance chômage, on n'en a pas encore parlé. Il ouvre la voie justement à la possibilité d'indemnisation pour certains démissionnaires. Alors ça sera un peu plus encadré que prévu. Ça, c'est quand même une bonne chose selon vous ? Globalement, les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en faisant la diminution du CIF au niveau du financement. Il y a une partie qui s'est transformée en CPF de transition. Il y a un autre volet qui permet, entre guillemets, de démissionner dans un cadre donné pour pouvoir toucher le chômage. Mais on voit que sur les transitions professionnelles de façon large, en fait, on n'est pas au niveau, on n'est pas à la hauteur au niveau du financement. Il faudrait 3 à 4 fois plus d'argent, entre guillemets, pour financer. Il faut se rendre compte que le CPF, globalement... Compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, il n'y a que 2 millions par an de personnes qui pourraient l'utiliser s'ils l'utilisaient à plein. Il y a 16 millions d'actifs. Et pour la CFE-CGC, on voudrait quand même revenir sur l'apprentissage, où sur l'apprentissage, on a fait l'alpha et l'oméga, mais c'est pour 20% d'une population. Là, parce que c'est l'infrabac. Globalement, ce qui est en train de se développer, c'est au-dessus. Donc, le but du jeu, ce serait quand même pas de déstabiliser ce qui marche et sur le futur. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, les gens confondent le mode de pédagogie, l'alternance, avec un statut qui est la formation initiale. Il pourrait y avoir un contrat pro qui est sur la partie professionnelle. Donc, à mon avis, il y a un amalgame des deux. On mélange les deux. Et c'est pas du tout la même chose quand même. Parce que et pourquoi la formation initiale, l'apprentissage ne fonctionne pas, selon nous, CFE-CGC, c'est que pour continuer des diplômes, pour continuer dans l'évolution, comme le niveau général n'est pas suffisant, c'est quasiment impossible aujourd'hui de continuer dans la voie, si vous rentrez au niveau du CAP, pour pouvoir continuer après au niveau formation professionnelle. Eh bien, merci à vous Jean-François Foucard, merci Laurent Lafont, merci Martial Bourquin, merci à vous Albert Ritzenhaller. Vous le savez, le projet de loi Asile et Immigration poursuit son examen au Sénat. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse. Saveria, les sénateurs qui en sont toujours à cet article 5. Absolument Delphine, le fameux article 5, article qu'ils viennent d'ailleurs tout juste à l'instant d'adopter, ce fameux article 5 qui porte sur cette notion de pays sûr. Alors très vite, les débats se sont échauffés dans l'hémicycle. Je vous propose tout de suite d'écouter le sénateur socialiste David Assouline. David Assouline, toujours plutôt éloquent. Ma question est très précise et elle est concrète, parce que ça peut se passer en Europe. S'il y a concrétisation de ces propos sur les Roms en Italie, on considère que des Roms expulsés d'Italie vers la France, ces Roms qui demanderaient l'asile à la France, c'est un pays sûr? On les renvoie là-bas? Non, mais de quoi on parle? Donc à un moment donné, j'aimerais qu'on ait des réponses concrètes à une situation mouvante. On n'est pas là dans l'idéologie, on est sur des cas concrets. Voilà, des réponses concrètes. Alors la France, elle reconnaît hors de l'Union européenne 16 pays dans le monde où ces critères s'appliquent, notamment les pays des Balkans. Les ressortissants de ces pays ne peuvent donc pas bénéficier du statut de réfugiés, mais tous les pays européens ne disposent pas de la même liste. Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, a tenté de calmer les esprits et de recentrer le débat. L'ordre international, qui se traduit par beaucoup de désordres et de conflits, fait évoluer jour après jour la situation des pays sûrs. Je crois qu'il est vain d'embouteiller le conseil d'administration de l'OFPRA en lui demandant de réexaminer toute la liste des pays sûrs, et ceci tous les 6 mois. Ne croyez-vous pas qu'il a mieux à faire en définissant la stratégie de l'OFPRA et en discutant avec le gouvernement des moyens mis à sa disposition pour assurer la bonne exécution de ses missions?
Voilà donc pour ces débats autour de l'article 5, des débats qui vont durer. Il reste 440 amendements à examiner dans ce projet de loi Asile et Immigration. Merci à vous, Saveria. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur socialiste Didier Marie. Didier Marie, tout d'abord un mot de la tonalité des débats dans l'hémicycle. Est-ce que vous jugez cette tonalité tendue alors que l'actualité s'en mêle entre bien sûr la question de l'Aquarius, mais aussi la politique migratoire des États-Unis? Tout d'abord, le gouvernement a fait le choix de présenter un texte sans même avoir évalué ceux qui avaient été adoptés en 2015 sur la question de l'asile et en 2016 sur la question des migrations. Le Conseil d'État dit que ce texte n'est pas opportun. Voilà, le Conseil d'État a qualifié ça d'inopportun et nous considérons que effectivement c'est inutile. D'autre part, en 2015, nous avions amélioré les droits des demandeurs d'asile pour réduire les délais d'accès à l'asile. Là, on détériore les droits des demandeurs d'asile pour accélérer les choses. Et en fait, l'objectif, ce n'est pas d'accueillir des personnes qui demandent la protection, mais c'est de les décourager. C'est une loi de dissuasion, de telle sorte que les demandeurs d'asile ne choisissent pas la France, mais un autre pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Aquarius. On nous dit que le droit maritime empêchait ce bateau d'accoster dans un port français. En fait, tout le monde a regardé sa géographie et a constaté qu'après l'Italie, les ports les plus proches étaient en France, en Corse et à Marseille. Et donc le gouvernement, alors que l'Europe est en train de se déliter sur la question migratoire... Il a fait référence d'ailleurs tout à l'heure. Il a raison d'y faire référence, mais plutôt que de jouer la carte de la solidarité européenne, eh bien, est en train, comme les autres, de se replier sur lui-même et de rejeter les migrants qui demandent les protections. Il en est d'une autre teneur pour ce qui concerne les migrations en général et en particulier ce qu'on appelle les migrants économiques, même si le terme est galvaudé. Du coup, comment est-ce que vous jugez le texte présenté par le gouvernement? Est-ce que c'est un texte de droite, compte tenu de ce que vous venez de dire? C'est un texte de régression des droits pour les demandeurs d'asile, qui tourne le dos à la tradition humaniste de la France. Rappelons quand même que c'est la France la première qui a inscrit dans son droit, dès 1793, la nécessité de protéger les gens qui étaient persécutés. On tourne le dos à cela. C'est toute une tradition qui est mise à mal. Un texte indigne de la tradition de la France pour vous? C'est un texte indigne de la tradition de la France. Alors en plus, au Sénat, la droite, trop heureuse de bénéficier d'un texte qui allait dans son sens, l'a durci en réduisant encore les délais, en rendant les choses encore plus difficiles pour le demandeur d'asile lorsqu'il doit avoir une convocation, la dématérialisant, lorsqu'il doit choisir une langue en faisant en sorte qu'il ne puisse pas en changer, etc., etc. Bref, ça devient plus qu'un parcours du combattant pour le demandeur d'asile, alors que déjà sa situation est très difficile. Merci beaucoup Didier Marie pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Et dans le reste de l'actualité, au Sénat, l'audition de Tony Estanguet. Vous le savez, c'est le président du comité d'organisation des JO Paris 2024. Il a précisé son projet devant les sénateurs. On l'écoute. C'est important de rappeler que là aussi, la stratégie de financement de notre budget, c'était de flécher l'argent public uniquement vers des équipements qui seront utiles pour la population, qui laisseront un héritage au service d'un territoire. Et principalement sur la Seine-Saint-Denis, où se concentre la majeure partie des investissements qui seront réalisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans ce département, si vous voulez, ce qui nous fatigue un peu, c'est qu'on a un peu marre des arbres qui cachent la forêt. Le Stade de France a été formidable. Si ce n'est que 10 ans après, qu'est-ce qui reste du Stade de France et de ce qui a été fait pour la Coupe du Monde en Seine-Saint-Denis? Honnêtement, pas grand-chose. Département le plus jeune de France, celui où il y a le moins d'équipements sportifs. Effectivement, je crois que c'est 50% des gamins qui en 6e ne savent pas nager. Alors certes, on va avoir les Jeux et, comme vous le dites, il va y avoir un héritage. Maintenant, je vais le relativiser, l'héritage, parce que vous nous dites une piscine à Aulnay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Aulnay, il y avait l'un des plus grands centres nautiques de Seine-Saint-Denis. Il devait être rénové, il a fermé, enfin, je ne sais même plus s'il reste la piscine extérieure. En fait, cet équipement va remplacer un équipement existant, tant mieux, mais c'est pas plus un. Noisy-le-Sec, il y a une piscine. Marville, c'est encore un cas différent. Donc, tant mieux pour la rénovation des équipements. Maintenant, on ne changera pas fondamentalement la situation des jeunes et du sport en Seine-Saint-Denis avec les Jeux Olympiques.
L'agence de biomédecine lance une campagne pour encourager le don d'organes en France. Le mot d'ordre, on est tous des receveurs. Objectif, placer les Français dans la peau de bénéficiaires. Il faut dire que le nombre de greffes est en constante augmentation, tout comme la demande qui a presque doublé en 10 ans. Sandra Cerquera et Noémie Leclerc. Chaque année, l'agence de biomédecine qui assure la répartition et l'attribution des organes lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Avec à chaque fois le même message, il faut plus de donneurs. L'année 2017 a vu pour la première fois la barre symbolique des 6000 greffes franchies en France. C'est 6 fois plus qu'il y a 30 ans. Mais toujours insuffisant pour répondre aux 24 000 patients en attente. Pour ce professeur, le don d'organes est encore trop tabou et méconnu en France. Beaucoup de refus au final ou d'opposition de la part des défunts sont en fait le fruit de la méconnaissance. Il persiste néanmoins un certain nombre de personnes qui sont opposées pour des raisons personnelles qui leur sont propres et ces personnes-là peuvent s'inscrire selon les modalités exprimées par la loi sur le registre du refus en priorité. En France, le don d'organes est anonyme et gratuit. La loi indique que nous sommes tous donneurs à moins de s'y être opposés de son vivant. C'est le principe du consentement présumé. Il n'y a pas besoin de carte de donneur. Les dispositifs législatifs sont différents d'un pays à l'autre. On est en France sur un régime du consentement présumé. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, on est sur un régime du consentement explicite, donc l'inverse. En termes de résultats, le nombre de prélèvements d'organes et de greffes réalisés en France est le double par million d'habitants de ce qui est réalisé en Allemagne. Plus de 57 000 personnes portent une greffe en France et plus de 75% d'entre elles vivent bien au bout de 10 ans avec leur greffon. Bonjour Jean-Pierre Corbizet, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur RDSE du Pas-de-Calais. Vous êtes particulièrement sensible à cette question du don d'organes puisque vous-même, vous avez été greffé 3 fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Alors je suis multi-receveur puisque d'abord j'ai fait 7 années de dialyse. J'ai eu une première tentative de greffe de rein en 1987 qui n'a pas fonctionné. J'ai dû attendre 1993 pour avoir une greffe de foie-rein, parce qu'il fallait changer mon foie pour que la greffe de rein fonctionne. Et puis une dernière greffe de rein en 2006. Donc 4 organes greffés en 3 opérations. Oui. Que vous inspire cette nouvelle campagne, on l'a vu, de l'agence de biomédecine? Elle est basée sur un mot d'ordre simple. On est tous des receveurs d'organes. C'est un peu aussi une question de regard. Il faut inverser le regard? Oui, tout à fait, dans la mesure où si on est tous potentiellement receveurs, on devrait donc être tous des donneurs. Or, aujourd'hui, lorsque vous avez l'infirmière de coordination qui reçoit la famille parce qu'il y a un défunt, et d'évoquer à ce moment-là la possibilité de prélever des organes, c'est toujours très compliqué. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il existe un registre des refus sur lequel on peut effectivement s'inscrire en disant « je ne veux pas qu'on prélève mes organes ou une partie de mes organes ». Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut en parler le plus souvent possible. Et la journée nationale d'après-demain, je pense qu'il faut vraiment, dans nos familles, parler de ce problème-là, ce qui éviterait effectivement, lorsqu'il y a un moment très douloureux en milieu hospitalier, de pouvoir dire, bah oui, mon enfant ou mon père, ma mère ou mon épouse a effectivement, de son vivant, évoqué la possibilité de prélever ses organes. C'est un sujet encore tabou, selon vous? Oui, parce qu'il est arrivé parfois quelques incidents, en particulier sur le prélèvement de la cornée, où parfois les familles, le regard du défunt parfois est aussi un élément important. Le cœur aussi à un moment donné, parce que le cœur c'est un peu le lieu de la vie du corps humain, mais sachant qu'on est tous des donneurs potentiels et un donneur peut effectivement permettre à 5-6 personnes de continuer à vivre dans des conditions acceptables, de poumons, un cœur, de rein, je veux dire un foie, c'est beaucoup. Et ça permet en étant un seul donneur, ça permet de redonner de l'espoir à 5 ou 6 personnes différentes. Parce qu'on l'évoquait, la loi en France dit qu'aujourd'hui nous sommes tous présumés donneurs. Oui, tout à fait, parce qu'on est, à partir du moment où on est receveur, il est présent qu'on ne soit pas donneur. Alors, il y a eu des problèmes éthiques, religieux, mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai problème de société et puis un vrai problème de citoyenneté, parce qu'aujourd'hui, citoyen, ça veut dire faire vivre la cité, ça veut dire s'occuper des autres dans le milieu associatif, mais je pense que le plus beau geste de citoyenneté qu'on peut le faire, c'est d'être citoyen encore après sa mort, en disant, bah oui, je vais être donneur d'organes, parce que mon esprit de citoyenneté, mais si un jour je ne suis plus là,
ce jour-là, je permets encore à d'autres citoyens ou même des enfants de France de pouvoir continuer à vivre. Ça a été rappelé dans le reportage. En 2017, la France a franchi pour la première fois le nombre de 6000 greffes d'organes. Ça progresse malgré tout dans le pays. Oui, je pense qu'effectivement c'est important parce qu'on a aussi un tissu associatif important dans nos départements qui essayent de faire passer ce message dans les collèges, dans les lycées, parce qu'effectivement aujourd'hui, j'ai même vu un reportage d'un néphrologue du CHRU de Lille qui dit aujourd'hui, même votre conjoint peut être votre donneur, même vos amis proches avec des conditions de lien d'amitié de plus de 2 ans, vous pouvez être donneur de lui. Parce qu'aujourd'hui, les médicaments permettent effectivement de pouvoir faire tenir un organe dans des conditions parfois non pas, sans lien de parenté. Voilà. Ce don d'organes, il doit rester anonyme et gratuit aujourd'hui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a été évoqué dans des pays étrangers comme la Chine, par exemple, à un moment donné, on vendait, ou en Inde, où on vendait un organe pour le greffer dans d'autres pays à travers le monde, ce qui est un peu scandaleux, comme le scandale du prélèvement de sang dans certaines prisons en Allemagne ou dans d'autres pays. Et puis oui, effectivement, il faut être anonyme, parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, la famille d'un défunt puisse essayer de se reprojeter sur le corps du receveur qui a reçu le cœur du défunt. On a eu des reportages sur Internet où par exemple on avait des gens qui étaient fous de joie d'écouter le cœur de leur enfant qui a été greffé sur notre personne. Donc il faut vraiment rester dans l'anonymat le plus longtemps possible. On est donneur à un moment donné où on peut avoir un accident, c'est un peu comme une assurance. Effectivement, ce jour-là, il faut permettre à d'autres personnes de pouvoir continuer leur vie en toute tranquillité. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui décèdent alors qu'elles sont en attente justement d'un d'organes. Oui, surtout même par rapport au foie, par rapport au cœur ou au poumon. Il y a à l'époque de ma première greffe, dans les années 87, on ne pouvait faire qu'une greffe pour le cœur, que poumon-cœur. C'était un bloc complet. Aujourd'hui, on arrive à séparer les deux, donc ça permet effectivement de pouvoir sauver deux personnes différentes. Oui. On parlait de ce registre national des refus. On peut malgré tout s'inscrire et modifier par la suite son inscription. Il faut rappeler aussi. Partiel, comme je parlais de l'histoire de la cornée, par exemple, où effectivement, par rapport à la famille, les yeux du défunt, c'est quelque chose de très important, mais malgré tout, à un moment donné, on est né poussière, on va retourner poussière. Donc à un moment donné, si entre les deux, on peut aider des gens à retrouver une qualité de vie, je pense qu'il faut le faire. Donc vendredi après-demain, il faut absolument en parler dans sa famille, parce que l'oral est le plus important que le registre des refus, parce que malgré tout, au moment du décès, en milieu hospitalier, on interroge la famille, il faut que la famille dise je ne sais pas ce qu'il voulait. Donc je pense qu'effectivement, il faut en parler, et c'est pour ça que je dis de nombreuses associations font le tour des collèges, des lycéens, parce qu'on sent aussi dans ces jeunes-là beaucoup plus de solidarité que par rapport à des gens qui ont une vie de famille en disant non, je n'ai pas envie de penser à la mort de mon enfant, alors que les lycéens se sentent peut-être plus volontaires. Aujourd'hui, comme beaucoup de transplantés, tous les transportés, vous avez un traitement anti-rejet. Vous allez bien, Jean-Pierre Corbizet, on le voit sur ce plateau. Un dernier message, vous remerciez chaque jour peut-être toutes les personnes qui ont permis justement cette greffe. Oui, d'autant plus qu'au début, on en arrive même à un point où on parle à ces organes. Bon, c'est un peu spécial, parce qu'on est dans le milieu hospitalier, on est en milieu confiné. Et oui, effectivement, je remercie l'esprit de citoyenneté que ces gens-là ont pu avoir en disant, oui, effectivement, s'il m'arrive quelque chose, je veux qu'on prélève mes organes pour sauver d'autres personnes comme moi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Corbizet pour votre témoignage. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Vous le savez, c'est l'actualité aujourd'hui au Sénat, cette réforme du droit d'asile, le projet de loi Asile et Immigration qui poursuit son examen aujourd'hui en Sénat. Et il pourrait se heurter à la question du pays d'origine sûre, dont la définition n'est pas toujours la même d'un pays européen à un autre. Les explications d'Adrien Develay. Les pays d'origine sûre, leur définition est pour le moins incertaine, même pour les parlementaires. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, un pays d'origine sûre est un État qui dispose d'un système démocratique où la torture n'est pas pratiquée, où il n'y a ni persécution, ni punition inhumaine ou dégradante, et qui ne fait pas l'objet d'un conflit armé. Des amendements prévoient que soit rajouté le respect du droit à l'avortement et la non-pénalisation de l'homosexualité. La France reconnaît, hors de l'Union européenne, 16 pays dans le monde où ces critères s'appliquent, notamment les pays des Balkans. Les ressortissants de ces pays ne peuvent donc théoriquement pas bénéficier du statut de réfugiés, mais tous les pays européens ne disposent pas de la même liste. La définition
de la liste des pays d'origine sûre est très hypothétique et souvent diplomatique. Si je prends le cas, par exemple, du Sénégal, il va être considéré comme sûr pour la France et pour l'Allemagne, et pas du tout pour la Belgique. Et il y a très peu de temps, l'Albanie était considérée comme étant sûre pour la France et pas pour l'Allemagne. Et donc ça varie en fonction des moments, des flux, et c'est très compliqué. Réunis mardi en Allemagne, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé vouloir harmoniser les règles en vigueur dans l'Union européenne en matière migratoire. Toutes les initiatives concrètes qui permettent, sous la supervision des Nations Unies, d'une part répondre à nos impératifs moraux et humanitaires, préserver la vie de ces femmes et ces hommes et éviter un afflux de femmes et d'hommes qui n'ont aucune chance d'obtenir l'asile, mais sont là pour des raisons économiques, est un bon mécanisme. Le statut de pays d'origine sûre va donc occuper les discussions au Sénat et pourrait encore évoluer. En décembre 2017 déjà, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb revenait sur la notion d'État tiers sûr qui élargissait le nombre de pays considérés comme sécurisés. Un terme qui pourrait être réintroduit dans le texte par les parlementaires. Et avant d'en débattre avec mes invités, on va faire un tour du côté de l'hémicycle puisque l'article 5 a été adopté. Saveria Rojek. Absolument Delphine, l'article 5 a été adopté il y a quelques instants par les sénateurs, adopté sans modification importante, on vient de le dire, cet article porte sur la notion de pays sûr. La France, c'est le problème, n'a pas la même définition que ses voisins européens. Tous les pays européens ne disposent pas de la même liste de pays sûrs. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, justement sur la rencontre d'hier entre Emmanuel Macron et Angela Merkel et sur l'harmonisation des politiques migratoires au sein de l'Union européenne. Hier, j'étais à Berlin avec le président de la République en un moment, je dois dire, particulièrement difficile. Pendant très longtemps, on a cru que l'Union européenne pouvait peut-être à un moment donné se démanteler sur les problèmes économiques. Et on voit aujourd'hui que ce qui peut la remettre en cause, ce sont les problèmes migratoires. Voilà donc pour Gérard Collomb à l'instant dans l'hémicycle. Je rappelle également que cet article 5 qui vient d'être adopté prévoit un autre versant important, la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée en France. Après cette période, le dossier sera traité, mais il pourra l'être en procédure accélérée. Voilà donc Delphine pour l'adoption de cet article 5. Merci à vous, Saveria. Et on continue l'analyse et le débat en plateau avec mes invités. Philippe Dallier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. J'accueille également David Assouline, sénateur socialiste de Paris, également vice-président du Sénat. Merci à vous. François Patriat également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe La République En Marche, ici à la Haute Assemblée, sénateur de la Côte d'Or. Et puis face à vous, Joël Labbé. Bonsoir. Vous êtes sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE, sénateur du Morbihan. Première question pour vous, peut-être François Patriat, sur l'ambiance, le climat dans lequel se déroule l'examen de ce texte. On a entendu hier quelques critiques qui regrettaient notamment l'absence du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ces critiques sont sans objet. Hier, le ministre de l'Intérieur accompagnait le chef de l'État en Allemagne pour rencontrer la chancelière allemande et proposer des accords à la fois sur l'euro, sur la politique d'immigration. Il me semble que Mme Gourault, connaissons bien par ailleurs au Sénat, était tout à fait de nature à pouvoir remplacer le ministre. Une fausse querelle. C'est une fausse querelle, David Assouline, vous l'avez vécu comme tel? Écoutez, en tous les cas, c'était prévu, toutes ces réunions, et on ne nous avait pas dit que le ministre de l'Intérieur ne serait pas présent dans l'hémicycle. C'était un débat très important qu'il porte de façon assez forte. Donc nous avions souhaité qu'il soit là. On a considéré que c'était une façon de ne pas trop respecter le Sénat. Et d'ailleurs, je remarque qu'il, après un exposé liminaire tout à l'heure, dont on a vu quelques extraits, il regarde rarement ceux qui lui posent des questions ou proposent des amendements. Il ne répond pas, il ne retient aucun amendement qui vienne de l'hémicycle. Il va tout droit
pensant qu'à l'Assemblée, eh bien, là où il dispose d'une majorité, comme s'il pouvait y avoir aucune bonne idée sur ce sujet qui puisse venir de l'opposition. Donc c'est cela qu'on voulait dire, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et pourtant, la commission des lois du Sénat, Philippe Dallier, a proposé aussi de nombreux amendements qui ont été votés. C'est une sorte de contre-projet qu'a voulu proposer la majorité sénatoriale ici, Philippe Dallier. Écoutez, comme le fait le Sénat et sa majorité sur l'ensemble des textes qui nous viennent de l'Assemblée nationale, le Sénat les modifie, les amende, et nous sommes dans notre rôle. Le texte qui sortira du Sénat, nous avons encore quelques heures de discussion devant nous, mais manifestement sera assez différent du texte qui nous est venu de l'Assemblée nationale. Voilà, donc pour revenir sur l'ambiance dans laquelle se déroulent les débats, écoutez, je pense que l'ambiance est plutôt sereine. Bon, on est bien sûr sur un sujet sensible. Il est normal que chacun s'exprime, mais je ne doute pas que nous saurons faire comme d'habitude et produire un texte qui sera un bon texte, je n'en doute pas en tous les cas. Joël Labbé, c'est un sujet effectivement sensible, les questions d'asile et d'immigration. Qu'avez-vous pensé du climat de cette première journée ? Oui, donc moi il est important de préciser que je ne parle pas au nom de l'ensemble des RDSE puisque je suis rattaché en tant qu'écologiste et c'est plus une parole d'écologiste mais qui ne se limite pas aux écologistes. Ce que je pense c'est que le texte sorti de l'Assemblée est déjà un texte dur et il est durci par la majorité sénatoriale. Pour moi, évidemment, ça ne me convient pas. Je partage ce que disait David Assouline sur, non pas sur hier soir, que ce soit Jacqueline Gourault, bon, c'est elle qui était là, qui a assuré. Mais Gérard Collomb s'adresse beaucoup au rang de droite et pratiquement pas aux amendements, enfin, aux porteurs d'amendements de gauche. Ce sont des signes qui sont pas très bons, pas très agréables. Alors, on va justement rentrer dans le détail de ce projet de loi. Saveria Rougec nous le rappelait à l'instant, l'article 5 a donc été adopté. François Patria, il était important de réduire ces délais d'attente, ces délais d'instruction des dossiers d'asile. Et pourtant, on a entendu que parfois, c'est trop long, c'est trop court aujourd'hui, puisque le gouvernement veut réduire ce délai de 120 à 90 jours. Est-ce qu'on peut justement trouver un équilibre sur ce point ? Moi, je voudrais revenir à la déclaration du chef de l'État, une réunion à laquelle j'étais, qui était à Montpellier au mois d'octobre 2016. Où le chef de l'État a posé clairement les difficultés de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration. Et il a dit une chose. Nous ne savons pas accueillir les gens que nous devons accueillir, nous ne le faisons pas bien, dans de bonnes conditions, dans des délais trop longs. Et nous ne savons pas reconduire ceux que nous ne pouvons pas accueillir. Et pour ce faire, il faut changer la donne. Ce texte de loi, il est trop doux pour la droite, il est trop dur pour la gauche. Bien, moi qui suis aujourd'hui non pas centriste mais central, je pense que ce texte il est équilibré, qu'il est juste, qu'il est humaniste et qu'il est efficace. Et en ce sens, de permettre aujourd'hui à des gens qui attendent parfois des semaines et des semaines, de réduire le délai pour qu'ils aient des réponses et qu'ils aient des réponses qui soient à la fois humaines, pratiques et efficaces, me paraît être le bon sens de ce texte. Est-ce qu'on peut apporter une réponse, justement, dans ces procédures accélérées, une réponse décente ? Est-ce qu'on peut traiter décemment toutes ces demandes d'asile ? On rappelle qu'elles ont été de l'ordre de 100 000 l'année dernière en France. David Assouline ? Oui, c'est là que le débat est un peu pipé et qu'en fait, il y a deux positions dans l'hémicycle. Il y a une position de la droite et du gouvernement. Ils sont d'accord sur le fond. Après, ils mettent les curseurs à des endroits différents. D'ailleurs, regardez bien, suivez les débats. Les débats, c'est bien cela. On vous reproche peut-être de ne pas aller assez loin. Puis il y a toujours ceux qui courent en tête sur le fait de raboter sur les droits. C'est le Front National, on va dire ça va très loin. Et il y a ceux qui disent ce n'est pas une question de réduction des droits ou des capacités, des possibilités pour les demandeurs d'asile. Aucune étude d'impact. Depuis une loi de 2015 qui a été mise en place, tout le monde l'a salué, y compris M. Karoutchi en séance, comme étant une loi qui, tout en renforçant les droits, a permis, c'est les bilans, de traiter beaucoup plus vite un plus grand nombre de cas et une efficacité de l'OFPRA comme jamais vue. D'accord ? Pourtant, on a augmenté les droits. Aujourd'hui, la théorie que vous défendez, que la droite défend de la même façon, même si vous ne mettez pas les curseurs au même endroit, c'est de dire que s'il y a de tels engorgements, c'est parce qu'ils ont trop de droits. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas assez de moyens pour traiter les cas. Je vous donne un exemple. Un rapporteur de l'instance de recours, il a 300 dossiers dans l'année à traiter, 300 avis à remettre. Ça veut dire un par jour. Il doit faire le rapport, il doit faire l'enquête, des fois, il a des heures sur un détail parce qu'il faut être très précis. C'est pas jouable. Donc,
C'est là qu'il faut mettre le paquet. Mais donc, vous plus êtes de fonctionnaires, mais plus donc, de dépenses. juste, je veux dire que le message fondamental que vous voulez envoyer, tout le monde l'a bien compris, et M. Collomb choisit ses mots quand il parle de benchmarking, etc. C'est que il faut donner à l'extérieur, indépendamment de la réalité du terrain, l'image qu'ils ne sont pas les bienvenus en France, pour qu'ils ne viennent pas en France. Il faut dissuader, parce qu'en réalité, quand ils sont là, les procédures sont longues, pas du tout à cause de leurs droits. Combien on a régularisé, Et donc, montrer une loi dure. Et nous pensons, nous, l'inverse, qu'il faut accueillir dignement et avec les droits qui vont avec. On rappelle quand même que les procédures étaient parfois très longues, quasiment plus d'un an. Il faut quand même... C'est pas la procédure qui est longue. Et là-dessus, nous pourrions peut-être être tous d'accord. En tous les cas, je partage assez ce qu'a dit François Patria. Avoir le courage de reconnaître que la manière dont tout cela est géré actuellement en France ne va pas. Alors d'un côté, effectivement, on nous dit plus de moyens, on ne change rien aux procédures. Nous pensons effectivement qu'il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en considération. Tous ceux qui arrivent en France ne sont pas des demandeurs d'asile. En tous les cas, certains prétendent l'être, mais ils ne le sont pas. Il y a beaucoup, effectivement, de migrants économiques. Et ceux-là, ils ont vocation, effectivement, à être reconduits dans leur pays d'origine. Alors on sait tous les problèmes que ça pose. On peut parler des pays d'origine et de leur manque, effectivement, de célérité. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Donc c'est un autre sujet, oui. En réduisant les droits des réfugiés politiques. Ça n'est pas ce que je dis, et je ne pense pas qu'on réduit les droits. On essaye d'être plus efficace dans le traitement. Alors, si on revient aux demandeurs d'asile, parce que tout cela a énormément de conséquences. Une fois que les dossiers sont effectivement traités, pour ceux qui sont déboutés, les reconduites à la frontière, on en connaît le nombre. On n'en fait quasiment pas. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va être supportable longtemps dans ce pays par l'opinion publique ? Si nous ne voulons pas un jour, et c'est vrai que je ne sais plus qui parlait du risque de démantèlement de l'Europe, le président Larcher ne dit pas autre chose. Effectivement, si nous n'arrivons pas au niveau européen, mais il y a des choses à faire en France, à donner le sentiment à nos concitoyens et aux Européens qu'on est capable à la fois d'accueillir ceux qui relèvent du droit d'asile, oui, mais de l'autre côté, d'être capable de reconduire à la frontière ceux qui sont entrés ici illégalement et qui n'ont rien à faire en France, alors je prédis des lendemains extrêmement difficiles pour ce pays, parce qu'un jour vous aurez au pouvoir des partis d'extrême droite, comme c'est arrivé dans d'autres pays européens, et là je pense qu'il sera trop tard pour pleurer. Joël Labbé, est-ce qu'on peut réduire les délais justement d'instruction de ces demandes d'asile tout en respectant les droits de ces demandeurs d'asile ? Après, il y a la question des moyens, et moi je pense que réduire les signes qu'on veut donner, c'est ils ne sont pas bienvenus. Il faut qu'on aille vite pour que le plus vite possible on puisse les reconduire. Moi, je voudrais venir quand même sur les réfugiés économiques. Les réfugiés économiques doivent retourner chez eux. Lorsque ce sont maintenant, il va y avoir des vagues de réfugiés économico-climatiques. La vie ne sera plus possible chez eux. Est-ce qu'on va continuer à dire mais on ne peut pas les accueillir, on ferme? Moi, je pense que sur la question de l'aide au développement, c'est à la fois c'est hors sujet, à la fois c'est en plein dans le sujet. Et là, c'est pas que la France, c'est l'ensemble de l'Europe doit mettre le paquet sur l'aide au développement. Quant à l'accueil, moi, ce que je pense qui n'est pas dans le texte évidemment, mais si véritablement il y avait une politique très volontariste d'accueil et qu'on envisagerait l'accueil sur l'ensemble de nos territoires. Y compris sur les territoires ruraux. C'est une façon profiter dans le sens noble du terme de la richesse de cette nouvelle population. Mais vous voyez, il y a un sujet que vous ne voulez pas aborder, et nous le posons, et la Commission des lois l'a posé. Est-ce que ce pays a le droit, à un moment donné, de dire voilà le nombre? Alors, avec cette question des quotas, vous réclamez, on sait que la droite réclame un débat sur les quotas. Le Parlement français devrait pouvoir dire, après débat, eh bien oui, nous considérons que nous sommes en capacité d'accueillir dignement tant de réfugiés, ou de gens qui souhaitent effectivement venir en Europe, mais il y a un moment où on est aussi en droit de dire non, on ne peut plus. Pour telle et telle raison. François Patria, David Assouline, pour que tout le monde puisse parler. Il faut qu'on puisse avoir ce débat. Et ce débat-là, vous le refusez toujours et on parle toujours de manière générale. Oui, il y a des gens qui sont malheureux, on le sait. Mais ils ne pourront pas tous venir en Europe et en France, sinon je ne sais pas comment. On va laisser François Patria. Je voudrais qu'on comprenne bien le positionnement politique. Tout à l'heure, David disait que nous étions d'accord avec les Républicains. J'ai du respect pour Philippe, pour tout le monde ici. Non, nous ne voterons pas les amendements socialistes qui assouplissent, pas assouplissent pas, mais qui dénaturent le texte et qui ne correspondent pas à la réalité économique et sociologique et humanitaire, nous ne voterons pas
les amendements qui durcissent des Républicains. Ça a été Ce que rappelé, nous souhaitons, effectivement, nous, la par République En Delvaux hier. Marche, c'est d'en revenir au texte équilibré et central déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale et qui nous semble un bon équilibre. Donc il n'y a pas d'accointance avec quel ou quel parti que ce soit. En second lieu, la méthode d'accueillir aujourd'hui, j'entends bien qu'il faut faire preuve d'humanisme et que je vois bien que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se passe en Italie, en Autriche et en Allemagne aujourd'hui est de nature à créer une des vraies inquiétudes. Nous allons au-devant peut-être de drames très importants et que la position de la France doit être juste et équilibrée et c'est ce que défend ce texte sans faire d'accointance avec qui que ce soit. David Assouline. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des législations qui, pendant des années et des années, ont été à chaque fois durcies. Sous Nicolas Sarkozy, 5-6 fois. D'accord ? Sous la gauche, il y a eu une loi qui est reconnue par M. Carucci sur le droit d'asile, qui a plutôt des bons effets. Donc, pourquoi on vient à refaire une loi ? Pour durcir plus. Et vous êtes d'accord avec la droite ? Non, parce que ça ne marche pas. Sur une idée. Parce que ça fonctionne. Sur une idée qui est en échec dans les opinions publiques. C'est que, parce que vous faites référence, moi je suis très très inquiet. Et j'aimerais que l'ensemble des responsables politiques d'aujourd'hui mesurent la responsabilité qu'ils ont pour les générations futures. Qu'on ne vienne pas leur dire, à ce moment-là, vous n'étiez pas là. Parce qu'on est au bord d'un basculement. Personne n'imaginait que l'Italie, pays fondateur de l'Europe, soit dans la situation où son ministre de l'Intérieur... Justement. Non, mais c'est pas que objectif. C'est pas que objectif, c'est pas parce qu'il y a de l'immigration, donc forcément c'est justifié que les fascistes viennent au pouvoir. Enfin, soyons sérieux. Non, alors laissez-moi expliquer et dire. Aujourd'hui, en Italie, il y a l'Autriche. On voit ce qu'a dit un ministre de l'Intérieur allemand qui parle d'un axe, même les mots. Que Trump, une grande démocratie, parce que je ne parle pas de pays périphériques. Je viens de le dire aussi. Mais je ne doute pas, sauf que le remède est mauvais. Vous considérez, et beaucoup, y compris dans mon camp politique, ont eu tendance à avoir cette idée que parce qu'il y a des immigrés, parce qu'il y a des gens qui demandent refuge dans un pays qui semble accueillant, qui a des valeurs, les droits de l'homme, etc., eh bien, c'est ça qui fait monter le Front National. Et ils ont imprimé le débat que l'immigration ou les réfugiés sont des dangers. Bon, à partir de là, Nicolas Sarkozy a durci. Vous durcissez et vous pensez que vous allez tarir le Front National. Il monte, et dans toute l'Europe, il monte. Donc à un moment donné, il faut au contraire dire, nous vivons avec ça. Parce que les réfugiés ne viennent pas en Europe. Il y en a 5 millions en Jordanie. Ouais. Il y a eu, c'est un texte d'affichage il y a eu la Turquie, il y a eu le Liban. L'immigration aujourd'hui est sud-sud. Les gens vont à côté de leur pays. David Assouline, on va laisser Joël Labbé. Il faut pouvoir accueillir dignement et affronter le sujet. C'est ça. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, justement pour moi, les réponses ne sont pas de courir après le Front National parce que on est, mais comme dans les autres pays, on est dans cette situation-là. Il y a une question de responsabilité et de lucidité. Je le redis, le mouvement ne va pas s'arrêter. Et qu'on le veuille ou non, on va devoir accueillir. La question de l'aide au développement, évidemment, elle est nécessaire, mais pour le moment, les vagues qui arrivent, on ne va pas pouvoir y faire face comme ça. Alors maintenant qu'il y a une régulation, moi je le demande aussi, évidemment qu'il faut réguler, mais on doit prendre en compte le fait qu'il y a de véritables réfugiés. On a beaucoup aussi parlé de la question de notion de pays d'origine sûre. Où est-ce qu'il faut placer le curseur ? Est-ce qu'il faut changer la définition ? On voit qu'il y avait eu un avis du Conseil d'État qui avait jugé inconstitutionnelle la réforme voulue justement sur cette question en Europe. D'abord, il y a un exemple pour montrer ce que ça veut dire un pays sûr ou un pays aujourd'hui démocratique. Aujourd'hui, l'Albanie est en Europe. Elle a des droits démocratiques. Et on voit, non pas un déferlement, mais un afflux d'Albanais. C'est le pays, effectivement, qui viennent en France aujourd'hui demander le droit d'asile. Moi, je veux bien qu'on défende cette position. Il s'avère que depuis que le gouvernement a pris des mesures, il y a moins d'Albanais, beaucoup moins d'Albanais qui demandent à venir sur le séjour dans notre pays parce qu'ils n'ont pas des raisons d'être accueillis au titre du droit d'asile. Il y a peut-être des situations au cas par cas aussi. Pour les pays sûrs, moi je rejoins ce qu'a dit notre collègue Conte hier. Il y a des critères objectifs. Il y a des critères objectifs pour les pays sûrs. Ces critères objectifs, les grands pays démocratiques les connaissent. Il suffit de les respecter pour être d'accord sur le principe. Le vrai problème, l'un des problèmes, c'est le détournement des procédures. Et c'est aussi contre cela qu'on essaye de lutter.
Parce que d'un côté, on a le sentiment, en entendant certains, qu'il n'y a pas de problème en fait, on devrait effectivement accueillir tous ceux qui se présentent. Non. Mais il y a aussi le détournement des procédures. Et si nous ne prenons... Les procédures sont faites pour être détournées. Sont faites pour, je ne partagerai pas ce point de vue, mais sont faites. En tous les cas, certains essayent. Ça reste marginal, mais sur un... cherche à les détourner. Très bien, mais sur un sujet comme celui-là... Même au foot. Oui, mais sur un sujet comme celui-là, avec les conséquences que cela a, et face effectivement aux changements qu'on connaît dans le monde, on ne peut pas rester sans rien faire en considérant que, parce qu'effectivement certains ont le droit au droit d'asile, on n'est pas en droit, nous, de notre côté, d'essayer de faire en sorte que ceux qui détournent les procédures, eh bien, soient le plus vite possible repérés et soient le plus vite possible reconduits dans leur pays d'origine. Sinon, nous ne gérons plus rien. Et j'attire quand même l'attention de David Assouline. C'est peut-être un peu facile la posture qui consiste à dire on court après le Front National, on court après le Front National. Mais il n'y a rien de pire, à mon avis, pour une démocratie, pour des parlementaires, que de mettre la tête dans le sable et puis de se dire il n'y a pas de sujet. Parce que les opinions publiques, en Italie, en Autriche ou ailleurs, eh bien, quoi que vous en pensiez sur le fond de ces opinions publiques, voilà comment elles réagissent. Et si nous ne le prenons pas en compte, et si nous laissons croire effectivement à nos concitoyens que bon, finalement, il n'y a pas de sujet et on va laisser les choses aller... Ce n'est pas vrai parce que à aucun moment je dis que je ne pense pas qu'il n'y a aucun sujet. C'est l'inverse. Il y a un gros sujet et qui est devant nous, pas qui est derrière nous. Parce que le dérèglement climatique et les conflits sont là. Et le développement des pays pauvres, où sont ces gens, eh bien, ne se fera pas en 5 ans ou en 10 ans. Oui, mais donc nous, on est en train de légiférer pour cette période. Donc on sait, et il y a eu des moments où l'Europe l'a fait, l'Espagne, quand il y a eu, là c'était politique, le fascisme qui triomphe, 600 000 passent la frontière et arrivent dans le sud de la France. D'accord ? On a oublié. Les boat people, combien on a accueilli? Il y a des moments où on a été là. Et la façon de faire que l'opinion ne vive pas ça comme une agression, c'est d'y mettre les moyens d'affronter, dire on doit donner notre part et on peut en accueillir un certain nombre. En tous les cas, ceux qui aujourd'hui viennent, on peut les accueillir. Nous sommes 66 millions. Mais au lieu de les laisser sous les ponts, de faire qu'ils soient concentrés à des endroits sans moyens, de façon déshumanisée, on les répartit dans des centres d'accueil dans toute la France. Et je peux vous dire que la société accepterait mieux si on traitait franchement le problème. On voit le débat est passionné. Merci à vous David Assouline, merci François Patria, merci Joël Havet, merci Philippe Dallier. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat où les débats continuent sur ce projet de loi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain 14h45 pour les questions d'actualité au gouvernement.